David Gaudreuil nous a rejoint à bord d'Explo. Bonsoir David, vous avez été finalement, j'allais dire, sur les traces de crise déjà parce que vous avez travaillé en Papouasie, vous faites le même boulot, avec les mêmes méthodes aussi? Oui, avec les mêmes méthodes, les mêmes moyens de déplacement, nous recherchons les mêmes objets, nous avons affaire aux mêmes personnes, aux mêmes difficultés. Oui, c'est très comparable. Mais alors quand on est marchand d'art comme vous, c'est une profession dont on ne connaît pas toutes les arcanes, les coulisses, c'est un boulot discret déjà. J'ai l'impression que lui, Chris, se met quand même pas mal en avant. Vous cautionnez cette façon de faire? Alors, je ne sais pas s'il le fait volontairement, et c'est vrai qu'on voit dans le reportage des gens l'accueillir avec beaucoup de démonstrations d'amitié, des chants, des colliers de fleurs. C'est pas quelque chose que je connais, donc c'est peut-être lié à ses relations qu'il a avec les gens. Pour ma part, j'essaie d'être plus discret, parce que trop de publicité peut vous valoir quelques ennuis. J'essaye d'être plus discret. En général, on transporte de l'argent. Ce sont des pays difficiles. En l'occurrence, dans cette région des hauts plateaux, on a affaire à ce qu'on appelle des rascals, des bandits de grand chemin. Du reste, il s'est fait attaquer une fois, il le dit. Donc, vaut mieux être discret. Maintenant, peut-être qu'il n'y peut rien, il faut faire avec, il faut le gérer. Et ma foi, j'ai l'impression qu'il le gère bien. C'est une vie d'aventure quand même. Oui, en quelque sorte. Oui, effectivement, c'est une vie d'aventure, avec beaucoup d'impondérables, avec une vie où il faut faire face à beaucoup de difficultés. Et la meilleure réponse à toutes ces difficultés, c'est le bon sens. Voilà, il faut faire preuve de bon sens, rester raisonnable, rester calme. Et puis en général, les choses se passent bien. David, il faut affronter aussi autre chose, c'est la réputation, parce qu'un marchand d'art, c'est aussi un acheteur, et souvent pour le grand public, un acheteur, dans les conditions qui sont les vôtres, c'est un voleur, un pilleur de tombes, parlons clairement. Et face à ces réputations ou à ces doutes qui planent autour de votre profession, qu'est-ce que vous répondez? C'est un débat qui revient régulièrement. On ne va pas piller des tombes. On a affaire à des gens qui sont vivants, qui sont en face de vous, qui sont pleinement conscients de ce qu'ils font, qui sont adultes, comme vous l'êtes, qui prennent des décisions mûrement réfléchies. Et il ne faudrait pas avoir une sorte de complexe de l'occidental vis-à-vis de la personne, d'une personne qui habite dans un pays pauvre. Non, ces gens-là agissent en toute connaissance de cause. Il faut être respectueux, il faut discuter, il faut parler à ces gens comme on se parle aujourd'hui. Il faut leur dire, simplement les saluer, leur sourire, leur poser des questions. Ils vous posent des questions, un peu d'humour, on peut partager une bière comme on le voit dans le reportage. Et puis on discute comme deux adultes. Et puis la transaction peut se faire, elle peut ne pas se faire. Mais je remets en cause l'idée du pillage. Parce que malgré tout, c'est vrai que quand un villageois en Papouasie a envie d'offrir des études à ses enfants, par exemple, il n'y a peut-être pas forcément beaucoup d'autres choix que celui de vendre à bas prix peut-être un bouclier ou une autre pièce de sa propre culture. Et ça, on imagine aussi un déchirement, non, quand même? À bas prix, pas forcément. Il n'a pas forcément que ce choix-là, il peut en avoir d'autres également. C'est une option qui se présente à lui de décider s'il la saisit ou pas. Mais encore une fois, je place ces gens et moi-même sur un pied d'égalité, vous voyez. Donc il lui appartient de prendre cette décision, il n'y a pas de pression. Est-ce que ces pièces se vendent, j'allais dire, très cher? Ça dépend. Vous pouvez trouver je prends l'exemple d'une pagaie qui est un bel objet. Les pagaies dans ce pays sont décorées de très belles manières. C'est un objet usuel, c'est un objet qui est couramment utilisé tous les jours. Dans le fleuve, on utilise des pagaies pour se déplacer. Donc vous achetez cet objet qui peut devenir après un bel objet de décoration, un objet d'art. Vous l'achetez à un prix qui est raisonnable et puis vous le revendez à un prix qui n'est pas élevé. Maintenant, si vous trouvez une pièce qui est très ancienne, qui est très rare, le prix peut être élevé. Donc on a tous les cas de figure. Vous passez beaucoup de temps chaque année dans ces pays lointains? Environ 1 mois par an. 1 mois par an. Avec, j'allais dire, des terrains privilégiés pour vous? Il y en a que vous préférez à d'autres ou qui sont plus faciles pour faire ce métier? Oui, il y a des régions dont on sait qu'elles sont des gisements importants d'objets de qualité. Il y a des régions où on sait que des objets vont converger, parce qu'il y a des régions qui sont tellement isolées qu'y aller pour trouver des objets, c'est aléatoire, c'est
c'est du temps, c'est également parfois beaucoup d'argent, quand il faut payer des avions, payer des voitures, attendre. Donc il faut bien réfléchir avant. Parfois on tente le coup, on va dans ces régions isolées et on trouve rien. Des fois on trouve des choses. Et alors vous, quand vous quittez les Côtes d'Armor où vous êtes installé, vous allez où? Quelles sont vos régions préférées? Ma sphère d'activité, c'est la Mélanésie, donc c'est Papouasie-Nouvelle-Guinée principalement. Le Vanuatu, qui est un pays qui mérite D'où vous êtes rentré il y a très peu de temps. Voilà, un pays qui mérite d'être mieux connu. On a également les Fidji, les îles Salomon et la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les 5 pays de la Mélanésie. Et mes terrains de prédilection sont d'abord la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis le Vanuatu. Et est-ce qu'il vous arrive de rentrer bredouille? Non, non, non. Jamais. Non, je sais où Vous je vais. essuyez des refus quand même, de Oui, temps en bien temps? sûr. Oui, bien sûr. Mais je m'aperçois que plus je me rends dans ces pays, mieux je les connais. Et plus j'arrive à trouver des objets que j'affectionne, des objets de qualité, parce que c'est encore un pays où on peut trouver beaucoup de beaux objets. C'est pas facile, il faut les trouver, mais plus j'avance et plus j'en trouve. Et c'est comme une conquête, et c'est parfois difficile. Est-ce que ça vous arrive d'essuyer un refus et quoi, par exemple? Oui, bien sûr, on peut essuyer des refus, vous trouvez quelque chose qui vous séduit, vous avez envie de l'avoir, et puis on vous dit non. Et pour quelle raison? Ben parce que cet objet ne peut pas être vendu. Par exemple, je reviens du Vanuatu où la coutume est encore très forte. Et je voulais acquérir des masques dans la région du nord d'Ambrim, qui est une petite île. Et le conseil des chefs coutumiers a dit que ce type de masque ne pouvait pas être vendu ni sortir du territoire. Donc là, vous vous inclinez, vous dites, ok, je peux pas les voir, je peux pas les avoir, je les aurai pas. Et voilà un exemple. Est-ce que vos clients sont intéressés, j'allais dire, au-delà de l'objet, par la culture qu'ils amènent chez eux, qu'ils représentent? Oui, bien sûr. Je dirais que les histoires qui accompagnent la vente de ces objets sont essentielles. Les gens veulent aller au-delà de l'objet, savoir d'où il vient, savoir pourquoi il a été fait, savoir à quoi il servait, savoir dans quelles conditions j'ai pu le collecter. Tout ça est très important. Je me contenterai de vendre ces objets sans dire ce qui les accompagne, sans dire leur histoire. Ce serait beaucoup plus difficile. Vous êtes un passeur d'histoire, un passeur de connaissances? En quelque sorte, oui. À mon petit niveau, à mon modeste niveau, mais oui, je le crois. Alors, on ne devient pas marchand d'art dans les conditions que vous décrivez, qui sont les vôtres, celles de Chris qu'on a vu en Papouasie, dans ces villages où on lui fait une guerre, une bataille en son honneur. Bon, passons, héros ou pas, le débat est lancé le concernant. C'est une passion. Ça vous est tombé dessus comme ça? Les hasards de la vie, les hasards de la vie qui m'ont conduit en Nouvelle-Calédonie, donc en Mélanésie, des rencontres. Et puis quelque part, oui, quelque chose en moi qui devait faire qu'un jour j'irais vers ce type de vie, qui est une vie de voyage, mais qui est une vie aussi qui me permet de vivre une autre passion, c'est-à-dire celle par exemple de vivre en Bretagne, qui est une terre que j'adore. Voilà, donc je peux à la fois concilier mon envie de vivre dans les Côtes d'Armor et celle de voyager dans le Pacifique. Mais est-ce qu'il vous arrive de partir en vacances à l'étranger et de ne pas penser à tout ça et de ne pas penser aux gens qui vivent sur ces territoires que vous allez envahir, entre guillemets, le temps du repos? Oh bah oui, il y a des moments où il faut couper, hein, il faut couper les ponts et puis penser à autre chose et puis comme tout le monde partir en vacances. Et là, je sors pas des clous, hein, je fais comme tout le monde. Au départ, vous vous destiniez à quoi comme métier? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas parti pour être marchand d'art quand vous aviez 15 ou 20 ans. Non, mais j'ai toujours eu envie de voyager. Et bon, les hasards ont fait que je fais ce métier aujourd'hui. Je me destinais à, je sais pas, j'ai fait des études qui m'orientaient de toute manière vers une vie sous les tropiques. Et les hasards, on va dire même les hasards administratifs des ministères français m'ont conduit là-bas. Voilà, ça s'est passé comme ça. Très franchement, maintenant qu'on se connaît mieux, David, il y a une éthique dans la profession? Oui. Oui, incontestablement. On ne pourrait pas faire ce métier sans éthique. On ne peut pas faire ce métier si on ne respecte pas les gens, si on n'essaye pas de les comprendre. Si vous vous comportez mal, si vous faites des choses qui ne sont pas convenables, vous le regrettez un jour, vous le payez cash. Donc il faut se comporter correctement avec les gens. Et c'est à cette condition que vous pouvez faire ce métier. Et je pense aux gens à qui vous achetez, je pense aux gens à qui vous vendez. Voilà, je crois qu'un langage de vérité vis-à-vis de ces deux catégories de personnes est essentiel et
impératif. Un grand merci, David Gaudreuil, d'être venu à bord d'Explo, parce que c'est pas facile d'ouvrir ce débat qui traîne dans nos têtes par rapport à la profession que vous exercez. Il est l'heure de retrouver les 2D, je ne sais pas si vous le connaissez.